Quelles sont les problématiques? Quelles sont les problématiques à ces différentes catégories de robots? J'ai voulu en privilégier 4. Il y en a d'autres, bien sûr, mais à mon avis, ces 4 premières permettent d'anticiper sur 2 questions. Le cadre juridique d'aujourd'hui est-il satisfaisant pour traiter cette mutation technologique ou faut-il un nouveau cadre particulier au droit des robots? Je vous propose 4 étapes dans cette problématique. D'abord, le développement des robots. Ensuite, comment peut-on définir qu'un robot est conforme ou non à ces spécifications? Regarder de manière plus précise la responsabilité. Et enfin, de traiter la question clé, c'est la relation ou la coopération entre la personne et le robot. Le développement des robots, quel cadre juridique? D'abord, le premier élément, c'est est-ce qu'on est dans un régime de liberté? Est-ce que n'importe qui peut développer des robots et ensuite les mettre à la disposition de tous? Cette question peut vous paraître un peu surprenante, mais elle ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas faire de manipulations génétiques de manière totalement libre. On ne peut pas laisser à des laboratoires de mettre en place de nouveaux virus sans obligatoirement mettre une structure particulière d'encadrement préalablement à la mise en place de telles innovations technologiques. La question qui se pose pour les robots, c'est est-ce qu'on est en présence de simples machines? Et là, vous sentez bien la différence tout de suite entre les automates, les robots à capteurs sensoriels qui pourraient très bien pouvoir être en déplacement dans des environnements tels que des environnements publics, et bien évidemment des robots susceptibles de prendre des décisions. Faut-il admettre un régime de liberté ou un régime d'encadrement? Deuxième question qui se pose dans la conception des robots, c'est les formalités. Est-ce que chacun d'entre nous peut développer un robot ou faut-il préalablement remplir une formalité? Alors certains viendront dire, mais on ne va quand même pas commencer à faire de la paperasse pour une innovation qui est encore en devenir. Oui, mais est-ce que ce robot est si simple que ça? Ses conséquences sur l'ensemble de la société civile si neutres que ça, qu'aucun encadrement ne doit être défini préalablement? Faut-il mettre en place des formalités préalables au développement des robots? Là encore, vous sentez bien, entre les développements des robots à la personne et les robots à capteurs sensoriels, entre les robots à décision et les automates, les décisions pour les formalités préalables ne sont pas si immédiates que ça. De la même manière, faut-il envisager un portail comme on l'a sur les produits chimiques? Aujourd'hui a été mis en place en Europe un portail parce que de plus en plus d'industriels mettent sur le marché des produits chimiques dont certains, on ne connaît absolument pas la formule scientifique, la formule chimique, et demain ces produits pourraient se mettre à rétroagir et créer de très graves conséquences sur l'environnement ou tout simplement sur une population qui se trouverait confrontée avec ces formules. La mise en place d'un portail qui s'appelle REACH a pour objet de retrouver l'ensemble des formules si besoin était, et pour cela, les industriels doivent faire un dépôt de ces formules en cas de catastrophe. Faut-il pas, en matière de robots, de la même manière, produire des éléments de formules et les inscrire dans un portail de telle manière à ce que si un jour des difficultés apparaissent et si l'entreprise qui a conçu le système n'est plus à même de pouvoir le réparer, voire d'intervenir, de pouvoir mettre en place des procédures d'urgence de telle manière à protéger les personnes et les biens. Pour cela, il faut accéder à l'information, mais si on a perdu les plans et si ces automates se trouvent dans des espaces libres, on peut voir ensemble, sans faire forcément de la science-fiction, les conséquences qu'il y aurait à ne pas disposer des plans de ces machines. Troisième élément, le développement de la sécurité. La sécurité doit être pensée dans ces robots dès la phase de conception. Est-ce que les règles de sécurité telles qu'elles existent aujourd'hui pour les machines sont directement appréhendables pour les robots? Ce n'est pas si sûr, d'autant plus que lorsqu'on parle de robots, on parle en général de machines avec des logiciels et on sait la difficulté qu'il y a de faire des logiciels sans bug. Enfin, ces robots peuvent avoir
des conséquences internationales. Et là encore, le développement des robots suppose peut-être une réglementation internationale qui, en l'état actuel, n'existe pas, sous réserve de la réglementation communautaire, mais uniquement pour les machines. Et les machines, en tant que telles, gèrent les robots sans que l'ensemble des problématiques posées par les robots entrent dans la directive machine. Le deuxième élément de la problématique, c'est la conformité. Comment, dans un robot aujourd'hui avec de multiples degrés de liberté, définir la conformité? Pour un automate, on voit bien, puisqu'il est dans un processus à répétition, il suffit de bien contrôler la répétition et de bien vérifier que chacun des éléments qu'on attend de la fonctionnalité en répétition puisse être effectué. Et à ce moment-là, on va dire que le système est conforme. C'est un cahier des charges traditionnel d'une machine avec ses définitions. Aujourd'hui, ce n'est pas si simple pour les robots. Les normes sont plutôt orientées soit logicielles, soit orientées machines. Il commence à y avoir des normes concernant la robotique, mais la notion de conformité de normes reste à inventer. De la même manière, les spécifications des logiciels qui sont inclus dans les robots obéissent aux règles générales des logiciels ou aux règles des logiciels intégrés dans des machines, ou faut-il concevoir des règles nouvelles pour les logiciels qui sont intégrés dans les robots, dans la mesure où le robot est en interaction avec l'homme, en interaction avec son environnement, pour des prises de décision qui sont parfois contre ou avec l'individu. De la même manière, pour les mesures de satisfaction, est-ce que ce qu'on appelle les SLA, c'est-à-dire les niveaux de service, tels qu'on pourrait les définir dans un contrat d'outsourcing, peuvent-elles être applicables de la même manière pour les robots? Enfin, les phases habituelles en matière de logiciel, des tests de fonctionnalité, des tests de performance ou des tests de robustesse, doivent être appliqués à des robots, sachant que plus il y a de degrés de liberté, plus il est extrêmement difficile de vérifier l'ensemble des paramètres de conformité avant de l'utilisation en situation réelle. Troisième élément de cette problématique, la responsabilité. C'est sûrement là que se situe un des enjeux extrêmement importants pour les juristes. Est-ce que le régime juridique traditionnel s'applique aux robots? Et là, à chaque fois, vous voyez bien l'intérêt de la typologie. On sent bien qu'en fonction du type de robot, les éléments de définition des règles sur la responsabilité ne seront pas les mêmes. D'abord, dans la plupart des cas, ce sera une responsabilité contractuelle, puisque la plupart des robots vont être commandés dans un cadre d'un contrat. Et là, on peut supposer que les règles traditionnelles, les obligations de moyens ou des obligations de résultats, vont s'appliquer dans le cas des relations entre le fabricant du robot et son utilisateur. Deuxième élément, la responsabilité intellectuelle, beaucoup plus fine à apprécier. Lorsqu'un robot va se trouver en interaction avec son environnement, et notamment des ouvriers, comment va être mise en place la responsabilité intellectuelle? Est-ce que c'est la règle habituelle de la responsabilité dans ce domaine-là, ou faut-il prévoir des règles particulières, notamment en matière de mise en danger de l'individu dans un cadre coopératif avec le robot? Faut-il considérer, au demeurant, que les robots sont en situation d'expérimentation et qu'en conséquence, il faut être beaucoup plus souple en termes de responsabilité que l'on pourrait la mettre dans un cadre d'une responsabilité contractuelle sur un automate ou dans le cadre d'une responsabilité délictuelle? Ne pourrait-il pas y avoir la place à une responsabilité expérimentale, car en voulant mettre immédiatement la responsabilité délictuelle classique et la responsabilité contractuelle habituelle sur les fabricants ou les utilisateurs de robots, il y aurait là peut-être un blocage à l'innovation ou en tout cas des freins qui seraient peut-être totalement inutiles. Par ailleurs, peut-on considérer, au contraire de la responsabilité contractuelle, délictuelle ou de la responsabilité expérimentale, qu'au fond, un robot, notamment sur les robots à capteurs sensoriels et les robots à prise de décision, qu'en fait, on est en présence de produits dangereux. Plus on laisse de degrés de liberté, moins il est possible d'enfermer la machine, et là on se réduirait à la notion de machine, d'enfermer la machine à une situation qui est maîtrisée, et qu'en conséquence, ces degrés de liberté
empêchant une déclaration de conformité et une vérification de l'ensemble des cas possibles, entraînerait des risques qui ne sont pas forcément maîtrisés par le biais de la conformité, contrôle de test, contrôle de fonctionnalité, contrôle de performance et contrôle de robustesse, et qu'en conséquence, par nature, on serait en face de produits dangereux comme des produits explosifs qui pourraient par ailleurs avoir leur propre comportement indépendamment de ce que souhaitait l'utilisateur ou de ce qu'a programmé l'informaticien qui a pensé, les informaticiens qui ont pensé le système d'intelligence artificielle. De la même manière, il existe une réglementation du fabricant sur la responsabilité des produits défectueux. Et là encore, on peut se demander si ce n'est pas l'application qu'il faudrait en faire. Et puis, bien évidemment, vient tout de suite en tête, lorsque on voit toute la diversité des cas, de créer une responsabilité spécifique pour les robots et une obligation d'assurance particulière. Dernier élément de cette problématique, la coopération, ce qu'on appelait la coopération homme-machine, les interfaces homme-machine et ici les interfaces homme-robot. Et là, 3 cas de figure doivent être analysés pour savoir si oui ou non le cadre juridique préexistant est suffisant ou s'il faut penser à un cadre juridique complémentaire. D'abord la protection. Comment protéger le robot de l'homme, mais surtout comment protéger l'homme du robot. Le deuxième élément, c'est les précautions. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Est-ce qu'aujourd'hui, le système de précaution tel qu'il existe sur les interfaces homme-machine est suffisant ou non? Et enfin, comment mettre en place un système de coopération entre l'homme et le robot, de telle manière à ce que l'ensemble des systèmes puissent être utilisés de manière sécuritaire.